Le petit déjeuner politique ce matin, c'est Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Bonjour Julien de Normandie. Bonjour. Avant de parler confinement, agriculture, deux affaires quand même dans la police. Lundi soir avec évidemment ce qui s'est passé du côté de la place de la République. Et puis cette vidéo qui montre un producteur de musique qui se fait tabasser par des policiers déchaînés lors d'un contrôle pour port du masque. Comment vous qualifiez, vous, ces affaires ? Les images de ce pauvre Michel qui s'est fait tabasser, elles sont totalement inqualifiables. Enfin, c'est une mise à tabac. On ne peut pas qualifier la chose autrement. La justice est saisie et la justice devra dire exactement ce qui s'est passé. Mais enfin, je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Et ce qui est très compliqué dans tout cela, c'est que il ne faudrait surtout pas que le comportement de certains puisse salir une profession, salir l'uniforme, salir le respect qu'on doit à cet uniforme. Et donc je crois qu'il faut être très ferme dans le soutien qu'on a vis-à-vis de nos forces de l'ordre. Mais très ferme dessus. Il ne s'agit d'aucune manière que ce soit de réduire ce soutien aux forces de l'ordre. Il est très important dans une république. Et en même temps d'être très ferme sur des comportements qui, lorsqu'ils sont inacceptables, doivent tout de suite être sanctionnés. Est-ce que, alors certains disent chez les syndicats de policiers, qui sont assez discrets, mais disent oui, mais alors aussi, à la fin, certains sont excédés parce que la justice est laxiste, etc. Qu'est-ce que vous répondez en fait à ça ? On peut être excédé. Ouais. Ça nous arrive à tous dans notre vie de tous les jours d'être excédé. Ça ne justifie en rien des comportements inacceptables. Là, il faut des sanctions exemplaires. Quand vous rentrez manifestement chez quelqu'un, que vous le mettez à tabac, et que je crois que les images sont assez claires, ça mérite sanctions exemplaires. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur hier soir. La justice doit passer. Donc la justice est en train de faire son enquête. Mais si la justice, il y a des responsabilités. Si la justice confirme tout cela, il faudra qu'il y a même jusqu'à la révocation. Oui, à la fin, vous avez toujours une chaîne hiérarchique. La question, c'est la responsabilité incomptable à la chaîne hiérarchique, au comportement de ces individus-là. Moi, je le redis, ces individus, ils doivent être sanctionnés à la hauteur de la gravité des faits qu'ils ont faits. Et d'autre part, je pense qu'il faut, en revanche, maintenir très fortement, très fermement, sans une once d'hésitation, ce soutien à la police républicaine, à la gendarmerie républicaine, les deux faisant un boulot incroyablement compliqué, difficile, et elles le font bien. Mais voilà, vous avez certains qui par leur comportement, peuvent jeter l'opprobre sur les autres, et ça, c'est absolument pas normal. Donc il faut être très ferme des deux côtés, soutien et sanction. Julien Normandie, la colère des restaurateurs maintenant, qui vont rester fermés jusqu'au moins mi-janvier. En tant que ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, est-ce que vous pouvez mesurer les conséquences aussi de ces fermetures, notamment sur l'ensemble de la filière des producteurs et de l'agriculture ? Alors on le mesure, on le fait de manière très précise pour justement apporter les aides, des aides dédiées en fonction des secteurs. En fait, c'est pas de manière générale dans le domaine de l'alimentation, c'est sur des filières particulières qui sont consommées particulièrement dans les restaurants et les bars. Il y a évidemment le vin. On le voit, en plus dans un contexte difficile. Il y a quelques jours, nous avons lancé le Beaujolais nouveau. Nous lançons en ce moment la bière de Noël. C'est de beaux produits du terroir qu'il faut consommer avec modération, mais qui méritent d'être découverts. Vous avez le secteur de la pêche très fortement impacté. Bien sûr. Et donc là aussi, on apporte des outils particuliers. Et puis vous avez un certain type de viande qu'on mange plus, qu'on déguste plus au restaurant que chez soi. Et donc au sein de toutes ces filières, on apporte des aides spécifiques. Un exemple, on a apporté une aide spécifique sur le canard, les cailles, qui sont plus consommées en restaurant qu'elles ne le sont. Alors c'est des aides qui vont directement aux producteurs ? Directement aux producteurs, effectivement, pour faire face aux difficultés financières. Et la filière viticole, parce que je crois qu'ils attendent toujours justement le plan en fait. Non, on l'a conclu avec eux. La filière viticole, c'est plus de 250 millions d'euros qu'on a annoncé cet été, qu'on est en train de mettre en œuvre. Et puis c'est vrai que parfois c'est des choses difficiles qu'on fait, parce que comment vous soutenez la filière ? Vous faites soit des mesures de stockage, on stocke le vin, soit des mesures de distillation, c'est-à-dire qu'on transforme le vin en alcool pur, tout simplement parce que sinon les marchés s'effondrent. Donc vous voyez, c'est des décisions qui sont très compliquées, très difficiles, qui sont nécessaires pour soutenir cette filière, et on continuera, moi je le dis clairement, on continuera à soutenir autant que nécessaire, parce que ce sont des victimes collatérales du Covid. Est-ce que vous mesurez en fait en termes de pourcentage par rapport à l'ensemble en fait du chiffre de l'agriculture française ou pas? Non, c'est très compliqué, parce que c'est vraiment
un travail dans la dentelle. Ouais. Et puis, en fait, je vais vous dire, moi, je suis pas trop sur le chiffre macro. Je suis surtout dans la réalité du quotidien de ces femmes, de ces hommes qui bossent énormément et qui parfois n'arrivent plus à écouler leur production. Ouais. Donc, je pars de ces réalités de terrain. Je travaille avec toutes les filières et on apporte les aides les unes après les autres. D'un mot aussi, puisqu'il y a une filière qui est assez inquiète, c'est la filière horticole. Il y avait un plan d'aide de 25 millions. Ils l'attendent toujours. Ça y est, on l'a conclu mardi dernier avec l'ensemble de la filière. Donc l'aide est désormais opérationnelle et elle commence à être déboursée. Oui. Jean Castex annonce pour 2021 année de la gastronomie. Quel est le message? Pour certains, et j'ai entendu ce matin des producteurs, des restaurateurs chez nous qui disaient c'est une provocation. Comment vous percevez ça? Non, je pense que c'est une mise en valeur. Oui, mais c'est fermé, donc pour l'instant. Oui, enfin, la fermeture, elle va précéder cette ouverture qu'on espère la plus prochaine possible, mais c'est une mise en valeur de cette partie de notre identité qui est la gastronomie et de ce savoir-faire. Donc il va y avoir un plan en fait derrière. Vous travaillez sur un plan. Exactement. Justement. On va travailler, on va mobiliser toutes ces forces. Mais vous savez, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. C'est des acteurs passionnés, des acteurs qui sont dans la difficulté. Et si l'année 2021 peut être une année où il y a plus de lumière que le côté sombre de l'année 2020, on en sera tous heureux. Et je crois que c'est d'autant plus important aussi parce qu'il y a cet éveil à la gastronomie, cet éveil au goût. Natacha Polony, dont on connaît tout l'engagement sur ce sujet, le disait encore ce matin à votre antenne. Je vous donne un exemple. Chaque année, on fait dans les écoles la semaine du goût. J'ai participé, moi, cette année à Clichy. C'est fabuleux. C'est l'enseignement de cette gastronomie, de cette alimentation, de comment, en fait, cette alimentation impacte sur notre santé, notre nutrition, notre éveil des sens. C'est fabuleux dès le plus jeune âge. Et donc, que cette gastronomie puisse être enseignée dès le plus jeune âge, c'est quelque chose qu'il nous faut pousser. Alors, puisque vous faites référence à Natacha Polony, on en parlait, vous avez vu, il y a des universités en Angleterre, et pas n'importe lesquelles, par exemple Oxford, qui interdisent en fait maintenant la viande dans les menus en fait à l'école. Est-ce que ça vous inquiète que ça arrive? Parce qu'on dit que en France ça pourrait prochainement arriver aussi. Moi je pense que je ne suis personne pour dicter un menu à quiconque et qui plus est à des étudiants. Que des étudiants décident de devenir végétariens, c'est leur plus grand droit. Oui, mais là ils obligent tout le monde quoi. Voilà, que moi on m'impose ou qu'on impose à mes enfants de ne plus manger de viande, ça je ne l'accepte pas. Et je ne l'accepterai jamais. Chacun est dans sa liberté. Moi je crois à l'intérêt, à l'apport et même au côté naturel de consommer de la viande et je donne à mes enfants de la viande, je l'assume, j'en suis fier et même c'est un plaisir gastronomique comme on le disait tout à l'heure. Donc mais voilà, c'est parce qu'il y a un impact sur le réchauffement climatique avec les animaux. Non mais tout ça c'est à la fin il faut toujours trouver des équilibres. On a des impacts sur le changement climatique dans l'ensemble des actions qu'on fait au jour le jour. Est-ce que cela doit nous conduire à nous carnivores de ne plus manger de viande? À l'évidence, je ne le crois pas. Et à l'évidence, je m'y opposerai. Oui. Julien Normandie, le Covid et les élevages de visons, on a été frappé donc par cet élevage en France l'autre jour contaminé. Où en est-on? Parce qu'il y a 4 élevages en France. Où en est-on ce matin? Alors, on a une situation qui est très différente de celle qu'on a tous en tête, qui est celle au Danemark. Au Danemark, où c'était une situation très difficile. Il y a 17 millions de visons au Danemark. Nous en avons 20 000 en France. Et donc, quelle a été la grande différence dans la gestion entre le Danemark et la France? C'est que j'ai pu mettre en place, dès le départ, depuis maintenant plusieurs semaines, un suivi élevage par élevage. On a 4 élevages en France. Et donc, c'est ce suivi-là qui a permis de détecter dès le week-end dernier des cas de Covid dans un des 4 élevages. Quand on a vu ça, on a pris cette décision d'euthanasier tous les visons de l'élevage, évidemment pour ne prendre aucun risque. Décision jamais évidente à prendre, mais très importante. Elle a été prise, nous l'avons fait, et évidemment les éleveurs seront indemnisés. Sur les 3 autres élevages, les tests sont encore en cours. Aujourd'hui, je vous l'annonce, il y a 2 élevages qui sont d'ores et déjà indemnes. 2 élevages de plus. On a eu les résultats sur le 2e hier soir. Donc on a 2 élevages qui sont au moment qui sont où dans l'Orne? Alors il y en a. Et le dernier, c'est celui qui reste, c'est celui de l'Orne. Et celui de l'Orne, nous n'avons pas encore la fin des résultats parce qu'il y a plus de 14 000 visons et donc ça prend forcément un peu plus de temps. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres filières qui pourraient être touchées agricoles pour l'instant sur les animaux? Non, l'autorité sanitaire, elle nous dit quoi? L'autorité sanitaire qui contrôle tout cela, elle nous dit que les animaux
Oui. domestiques ou sauvages d'ailleurs, ne participent pas à la progression épidémiologique dans le pays. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des foyers comme une espèce comme le vison. Oui. Et comme on a identifié à l'international qu'il y avait ce risque sur le vison, nous avons pris toutes ces dispositions sanitaires sur cette espèce précisément. Aujourd'hui, à l'international, à part le vison, nous n'avons pas de sujet d'inquiétude. Donc, ouais, on est très pragmatique là aussi. Dès qu'on voit qu'il y a des sujets d'inquiétude qui s'élèvent ici ou là à l'international, on met en place ces systèmes de contrôle. On l'a fait pour le vison, ça nous a permis de détecter, de prendre les bonnes mesures et de mettre tout le système sous surveillance. La grippe aviaire, c'est sous contrôle ou pas? Aujourd'hui, on a 2 cas de grippe aviaire. Oui. Mais on parle d'influenza aviaire, c'est-à-dire c'est cette maladie qui touche les volailles. Nous avons que 2 sites qui sont sous contrôle au moment où je vous parle, et je le redis, il n'y a aucun risque de transfert à l'homme. Donc, manger du poulet, manger du canard et manger des œufs. Alors justement, et puisqu'on arrive sur les produits festifs, et puisque vous parlez de volaille, pour les producteurs de foie gras, de dinde, etc., et eux, ils sont aussi inquiets. Est-ce que vous êtes en mesure de les aider d'une manière ou d'une autre pour que tout se passe bien là pour ces fêtes? Oui, il faut les mettre de manière très concrète. Il faut mettre en avant ces produits festifs dans toutes les actes de consommation qu'on aura ces prochains jours, ces prochaines semaines, pour préparer les fêtes de fin d'année. Ces produits sont beaucoup consommés dans les restaurants sont fermés. L'acte de consommation qu'on peut avoir chacune et chacun, c'est au moment où vous décidez de consommer quelque chose, de vous dire, c'est vrai que derrière ces filières d'exception, parce que c'est des filières d'exception, il y a des femmes, des hommes qui travaillent dur et qui sont Mais comment vous les aidez? Il va y avoir des campagnes de promotion? On va faire, des campagnes de promotion, et surtout un gros travail qui est en cours avec la grande distribution pour la mise en valeur de ces produits. Très important, la mise en valeur de manière générale des produits frais, mais plus spécifiquement des produits locaux, des produits festifs. Et puis il y a un travail aussi fait par les producteurs eux-mêmes sur la façon qu'on a c'est pas la même façon de distribuer ces produits festifs dans la restauration que de les distribuer dans la grande consommation. C'est pas forcément, par exemple, les mêmes tailles de portions. Pas forcément. Tout ce travail-là, il est fait aussi par les industriels. Bref, on s'adapte, on fait le mieux possible, on s'adapte. Mais là aussi, moi, j'ai un message, c'est toute personne qui nous écoute, il faut vraiment qu'on ait en tête que quand vous voyez un aliment, on n'a pas forcément derrière le visage de la femme et de l'homme qui travaillent pour le faire. Mais dites-vous que l'acte d'achat de l'aliment, c'est un acte citoyen. Moi, j'en appelle à une sorte de patriotisme de consommation de ces produits frais et de ces produits locaux. Dites-vous que si j'achète le produit frais, le produit du local, j'aide l'éleveur, le producteur du coin. Et en fait, la vie de mon territoire. Et je crois que c'est très important. Dès qu'on en a la possibilité, de favoriser... Juliane Normandie, dernière question avec Cécile. Oui, la ministre de la Transition écologique et le garde des Sceaux souhaitent mettre en place un délit d'écocide pour lutter contre la pollution. Est-ce que c'est encore une pression supplémentaire pour les agriculteurs? Non, je ne crois pas. Il ne faut surtout pas, justement. C'est au contraire de dire, quand il y a des règles, les règles doivent être respectées. Et justement, de ne jamais, là aussi, caricaturer ou faire des amalgames. Et donc moi, je pense qu'il faut le présenter précisément comme cela. C'est-à-dire qu'il y a des règles, elles sont respectées. Et si elles ne le sont pas, évidemment, il faut qu'elles soient punies. Et votre question, elle est très intéressante parce que hier, j'étais auditionné par les sénateurs sur les mesures environnementales qu'on met dans le monde agricole. Songez que dans les 5 prochaines années, 20 à 30% de tout le comportement de ce qu'on appelle la politique agricole commune sera tourné vers des mesures environnementales. Ça veut dire que dans les prochaines années, 20 à 30% à nouveau, en plus de tout le comportement de nos agriculteurs, sera conditionné à des mesures environnementales. Je pose juste une question. Mais en attendant, il y a des sanctions qui vont tomber. Mais je pose juste une question. Je pose juste une question. Qui, ne serait-ce que dans sa vie de tous les jours, qui, dans les 5 prochaines années, va changer 20 à 30% de son quotidien, je dis bien son quotidien, en faveur de mesures environnementales. Et vous voyez, on a un secteur aujourd'hui qui est l'agriculture dans lequel on le fait. Et pour autant, votre question, et je vous remercie de la poser parce qu'elle en est caractéristique, pour autant, il y a toujours cette petite musique en disant mais que font les agriculteurs, que font les agriculteurs? En réalité, la transition agricole en faveur de l'écologie, elle a commencé, je vais vous dire, de manière un peu provocante, avant même que les écologistes ne naissent. Un agriculteur, il est écolo avant même qu'un écolo ne devienne écolo. Tout simplement parce qu'un agriculteur, il vit de la terre, il vit du sol, il vit de l'environnement. C'est son trésor. Voilà. Et donc, est-ce que beaucoup de personnes, dans les 5 prochaines années, va changer 30% de son comportement en faveur de l'environnement? Les agriculteurs, oui.
je crois que c'est une question qui mérite d'être posée. C'est une bonne conclusion. Merci Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, d'avoir été ce matin l'invité de Sud Radio. Et dans un instant, le journal de 8h. À tout de suite.